Donc bonjour à toutes et à tous. On va lancer le webinaire. On a pour le moment peu de personnes connectées, mais on pense que ça va sans doute arriver. Euh, Bienvenue pour ce cycle de webinaires proposé par l'ALEC pour les candidats et candidates aux futures élections municipales. Donc on a décidé de décliner ça sous la thématique du sport, en se disant que c'était un sacré exercice de se présenter aux élections municipales. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vous aider sur un certain nombre de sujets qui seront rappelés dans le déroulé de ce webinaire. Et aujourd'hui, l'idée est de traiter de la sobriété, qui est un sujet très vaste. Et donc, on a choisi de faire deux zooms. Un zoom sur la sobriété liée à la consommation d'eau et un zoom sur la sobriété plutôt énergétique liée aux consommations d'énergie du patrimoine. Nous sommes deux pour animer ce webinaire. Donc, Olivier Roche, je suis responsable du pôle collectivité locale. Et Nathalie Gibaud, responsable du pôle climat et territoire. Voilà, donc on vous précise également que ce webinaire est enregistré pour pouvoir le mettre à disposition des personnes qui souhaiteraient le regarder dans un second temps. L'ALEC, très rapidement, c'est une agence qui accompagne tous les acteurs du territoire sur la thématique assez large de la transition énergétique. Je ne vais pas détailler les différents éléments. L'idée n'est pas de parler de l'ALEC aujourd'hui, mais vous aurez dans la présentation qu'on vous enverra ensuite par mail ces diapositives. Donc, on intervient sur tous les sujets que vous voyez ici. Et notre territoire d'intervention, c'est le pays de Rennes, qui est donc constitué des 4 PCI, Rennes Métropole, Liffré-Cormier Communauté. Ah, j'ai Liffré-Cormier Communauté, le pays de Château-Giron Communauté et Valdy-l'Aubigné. Et vous retrouverez également les valeurs de l'ALEC cette présentation. Euh, on va démarrer tout de suite sur la question de le programme du jour. Oui, bon, je l'ai évoqué. On va démarrer tout de suite sur la question de la sobriété en eau avec un exemple d'une collectivité, puisque je ne l'ai pas reprécisé, mais l'idée de ces webinaires, c'est de s'appuyer sur des retours d'expérience de collectivités avec lesquelles l'ALEC travaille. Et donc aujourd'hui, c'est donc la commune de la Chapelle-Thoireau qui va nous parler de son expérience sur la mise en œuvre de récupération d'eau de pluie. Après Alors, avoir ouais, évoqué voilà, quelques enjeux par Nathalie, du coup. voilà, tout à fait. Juste avant, c'est vraiment très rapide. C'est juste, voilà, pour se dire, pourquoi on fait tout ça, le rappeler, même si je pense que vous avez un peu ce type d'information. Donc en fait, sur la ressource en eau, bah voilà, alors particulièrement en région Bretagne et sur le bassin rennais, on a vraiment une problématique de quantité d'eau disponible. Donc d'autant qu'avec le changement climatique et notre croissance démographique, voilà, il y a vraiment un enjeu sur cette ressource fragile. Donc en sachant qu'en Bretagne, on prélève 76% de notre eau sur des eaux de surface, donc qui sont particulièrement vulnérables au réchauffement climatique. Donc là, vous avez quelques chiffres clés donc à retrouver sur le site de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, en sachant qu'en moyenne, voilà, on consomme 125 litres d'eau potable par jour et par personne, et que voilà, les prélèvements augmentent. Donc il y a vraiment un enjeu de travailler sur justement la sobriété en eau. Et donc là aussi un graphique pour se rappeler un peu les projections, hein, donc à horizon 2100, donc on est sur une trajectoire de réchauffement à plus 4 degrés. Et donc avec voilà, une intensité et une fréquence des sécheresses qui vont s'accentuer dans les années à venir. Et donc si vous voyez sur le graphique, bah, effectivement, on voit que la sécheresse de 2022 va donc se répéter sur plusieurs années consécutives et avec des sécheresses encore plus sévères. Donc ce sont les barres qui sont beaucoup plus foncées et plus longues, donc à horizon 2100. Voilà, donc ça c'était juste pour reposer le cadre et se dire que eh ben voilà, il faut agir dès aujourd'hui pour économiser la ressource en eau. Et donc on va avoir tout de suite l'exemple de la commune de la Chapelle-Thoireau, donc avec Régine Armand, maire de la commune. Donc je vous passe la parole. Bonjour à tous. Oui, donc la Chapelle-Thoireau, l'eau qui tombe du ciel nous importe beaucoup. Alors déjà, faut être très honnête d'une manière économique, parce que ben acheter de l'eau, ça coûte de l'argent à la collectivité.
Et même si on fait attention, on a tous évidemment des ERP qui sont plus ou moins consommatrices, en particulier les écoles, parce que là, il y a beaucoup, surtout quand on a passé, nous, en tout cas, le premier niveau de l'époque Covid où il fallait laver les mains avant, après, pendant, enfin tout le temps, quoi. Donc on avait besoin d'eau, évidemment. Alors évidemment, on n'a pas pu proposer une eau différente de celle du réseau pour tous ces usages. Mais par contre, il y avait des usages clairement qui étaient importants à remettre en cause. C'était ceux, par exemple, des chasses d'eau sur l'école en particulier. Et ça, c'était bien avant le Covid, sur lequel la commune avait voulu s'engager en ayant déjà une cuve de récupération d'eau de pluie pour la seule école élémentaire et maternelle que nous avons. Donc ça a été installé à une époque où c'était pas autorisé. Faut être clair aussi avec ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui on nous incite, on nous dit que c'est bien, mais à cette époque-là c'était pas envisageable. Enfin c'était pas envisageable, c'était envisagé et envisageable, mais en tout cas pas autorisé. Mais ça a été fait quand même. Alors ça a été fait par les élus de l'époque, toujours avec la même idée que de tirer une chasse d'eau avec de l'eau potable, ça paraissait quand même une grande folie. Ça reste le cas. On n'est pas tous équipés comme ça, mais c'est un vrai sujet général et une école qui se reconstruisait à cette époque-là, c'était évidemment un vrai sujet qui a été pris à bras-le-corps. Alors, ils ont à cette époque-là mis une cuve enterrée qui est aujourd'hui trop petite, hein, on le voit. Elle fait 1500 litres et clairement, elle a largement été utilisée, réutilisée. Ça marche avec un système de pompe qui bascule quand il n'y en a plus dedans pour basculer sur l'eau de la ville. Maintenant, ça va faire une bonne quinzaine d'années que c'est installé, même un peu plus. Ce qui fait qu'en fait, la citerne, enfin, la pompe a un peu été défaillante et il fallait le faire en manuel. Donc, on a certainement perdu de l'usage d'eau de pluie pendant des périodes où si ils sont 4 personnes au service technique chez nous, donc ça demande une régularité de passage pour vérifier que cela fonctionne ou pas, pour basculer en eau de pluie quand il y en a et remettre, voilà. Donc, on a refait des devis pour changer tout ça. Et surtout, on s'est arrêté parce qu'on va refaire notre école maternelle et la cantine. Et là, on va recalibrer, dans le projet global, on va recalibrer ce sujet de récupérateur d'eau pluie. Donc là, pour l'instant, vous avez des chiffres qui s'inscrivent. Il faut savoir quand même que pour nous, l'école, c'est 46% de l'usage de l'eau sur la commune. Donc je me dis que si 46% moins l'eau des chasses d'eau, bah, on serait à beaucoup plus que ça, en fait. On serait certainement à beaucoup plus de ça. C'est des estimations, c'est difficile à calculer parce que, comme je vous disais, on n'a pas eu on sait ce qu'on consomme en eau potable, évidemment. Par contre, on n'a pas bien calibré les moments de passage en manuel ou pas passage en manuel. Donc voilà, c'est plus difficile. Puis après, l'eau qui tombe du ciel, bon, on est tributaire s'il y a une période de sécheresse. Euh, Au printemps, l'été, bah, du coup, il y a plus d'eau de pluie pour les toilettes. Ceci dit, ça reste quand même, à mon avis, une vraie économie d'usage, clairement. Il n'y a eu aucun problème. Au niveau des parents, tout le monde est au courant. Il n'y a jamais eu de problème sanitaire par rapport à ce qui aurait pu être, en tout cas, euh, une idée donnée à une époque où c'était pas autorisé de les installer. Mais voilà, ça a permis quand même de faire certainement des économies, comme je vous le dis, qu'on a du mal encore à- à évaluer vraiment, mais qui sont certaines en tout cas. Sur cette expérience-là, on a décidé lors de la construction de notre nouvelle médiathèque de refaire la même chose. Alors, une médiathèque à notre taille, qui fait 250 mètres carrés, c'est pas une école. Il y aura du passage, il y aura certainement plus de passages que l'ancienne petite bibliothèque qu'on avait. Mais enfin voilà, c'est deux sanitaires. Mais de toute façon, deux sanitaires, c'est toujours mieux de pas utiliser de l'eau potable pour la chasse d'eau. Donc là, on a installé une cuve de 1000 litres. Ça a été installé donc sur du neuf, c'est toujours plus facile, hein, évidemment. Dans le jardin, on le voit pas, il est vraiment devant la terrasse enterrée. Et une pompe, évidemment, vient faire la bascule entre l'eau de pluie et l'eau du réseau quand il n'y en a plus. En ce moment, il y en a, c'est plutôt bien.
Pour avoir une petite idée aussi des coûts de ce type d'installation, là, parce que là, je les ai réalisés sur ce mandat-là et on vient d'ouvrir la médiathèque, donc c'est vraiment tout neuf, mais on sait que, par exemple, la cuve, elle coûte 1 950 € et on a eu une installation entre la pompe, l'installation, etc. Ça fait dans les 3 400 € par le plombier. Donc c'est un coût supplémentaire, évidemment, pour la collectivité, mais qui, clairement, en termes de fonctionnement, en économie d'eau et en éthique aussi, parce que ça, pour moi, ça me paraissait en effet encore toujours une fois un peu dingue de mettre de l'eau potable dans les toilettes. Ça me paraissait tout à fait normal. Donc du coup, voilà, ce coût-là sera certainement absorbé sur le long terme. On n'a pas encore vu. Alors, il y a toujours de l'eau au robinet pour se laver les mains. On a un point d'eau aussi pour faire une petite vaisselle et un petit peu de café et de thé. Donc ça sera évidemment de l'eau du réseau. Donc on aura les deux factures. Enfin, on aura la facture d'eau de la ville. Aujourd'hui, on sait que sur la bibliothèque qu'on a actuellement, on utilise et qu'il y a pas, qu'il y a des toilettes, mais qui étaient peu disponibles pour le public. Donc, du coup, ça va être difficile de faire un peu le comparatif. Mais on utilise à peu près 16 à 17 mètres cubes par an. Donc, c'est des petites consommations. Mais là, la médiathèque qu'on ouvrait avait vraiment deux toilettes ouvertes au public, vraiment comme dans une vraie médiathèque. Et donc là, on savait qu'on allait avoir un usage de l'eau qui allait s'intensifier. D'où l'intérêt vraiment évident de pouvoir installer ce système. Donc on en saura plus quand on aura fait une année pleine pour savoir ce qu'on a consommé réellement en eau uniquement pour faire le café et se laver les mains. Donc ça, c'est vraiment intégré à tous les nouveaux projets. Donc là, l'école, je l'ai dit tout à l'heure, on va reconstruire une partie de l'école, hein, rénover la cantine et l'école maternelle. Et ça fera partie du projet d'avoir une citerne bien dimensionnée, enterrée, et qui viendra récupérer l'eau de plusieurs toits, parce qu'on était un petit peu limité sur la première mouture de ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'un seul toit qui récupère, donc ça va vite, hein, 1500 litres. On a 200 élèves dans l'école, donc ça peut partir très très vite. Et l'eau potable et l'eau de pluie surtout, c'est un sujet qui va au-delà des toilettes. C'est-à-dire que, évidemment, on a la chance, nous, d'habiter. Alors, La Chapelle-Thoireau n'est pas nombreux, mais pour ceux qui ne savent pas où c'est en métropole, mais c'est juste à la périphérie de Deuxième Couronne à l'ouest. C'est une petite commune qui mérite bien entendu d'être connue, mais qui est valorisée uniquement par son patrimoine végétal. C'est-à-dire qu'on a une commune très riche en arbres, en végétation, et que l'on bichonne à ce niveau-là parce on n'a pas de zone d'activité, on n'a pas de tourisme spécifique. Mais par contre, notre cadre de vie est hyper important. On est 3 fleurs aujourd'hui dans les villes et villages fleuris. On postule à la quatrième. Et dans ce cadre-là, évidemment, le fait de fleurir la ville pose aussi un problème parce qu'il faut arroser, évidemment, mais pas n'importe comment. Donc on a depuis ce mandat et celui d'avant, euh, intensifié les possibilités d'arroser moins. Alors déjà d'arroser, quand on arrose maintenant, c'est uniquement avec de l'eau de pluie aussi. On a une espèce de bassin qui nous permet de récupérer les eaux de pluie sur lequel sont branchées aussi une pompe qui vient arroser l'intégralité de notre centre-bourg et aussi le stade de foot. Donc là, pas d'arrosage autrement que automatique et par l'eau de pluie. Évidemment, les gars sur place peuvent prendre une tonne à eau et puis pomper pour aller arroser un peu plus loin. Mais voilà, donc tout l'arrosage, zéro eau potable, ça c'est sûr. Et puis après, c'est dans le type de plantation. On a arrêté totalement les jardinières, les bacs à fleurs, hein, quasiment, en tout cas. Il en reste 4 en plein centre-bourg. Autant vous dire vraiment pas grand-chose. Et en termes de plantation, on s'est orienté sur des plantes beaucoup plus pérennes et beaucoup plus économes en eau, parce que ça a aussi son importance. Et on voit vraiment la différence, hein, Alors là, tout ce qui est automatique, on ne calcule pas parce qu'on n'a pas de compteur au niveau du pompage de l'eau de pluie. Mais par contre, au niveau des tonnes à eau qui viennent compléter l'arrosage potentiel,
bon, clairement, ça a été divisé quasiment par deux. Il y en a quasiment plus, quoi. Voilà, on est vraiment plus que autonome sur l'arrosage en eau de pluie sur la commune. Et ça, c'est vraiment un point important. Ça fait aussi partie des enjeux environnementaux qui nous sont demandés aussi quand on postule à ce type de prix. Parce qu'avoir une jolie ville, avoir des jolies fleurs, des jolies plantes et que ça soit fleuri, vert, c'est important, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Tout simplement pas à n'importe quel prix, et certainement pas au prix de l'économie de l'eau que la commune fait et aussi de l'usage de l'eau qu'on se doit d'avoir, parce que clairement on a besoin d'eau. Vous l'avez rappelé, on a des enjeux pour les années qui viennent. L'eau doit servir à, à la consommation humaine plus qu'à l'arrosage, à mon avis, des plantes qui embellissent nos communes. Donc voilà, ça c'est vraiment les pôles vraiment les plus importants sur l'usage de l'eau que l'on a sur la commune. Et puis après, bon, les économies, ça c'est comme dans chaque commune, hein, on a des robinets qui s'arrêtent automatiquement, qui sont réduits au minimum de temps, etc., etc. Mais ça va dans le détail, hein, mais tout ça contribue à ce qu'on essaye d'avoir un minimum de consommation. Alors, j'ai quelques chiffres de l'ALEC, hein, d'ailleurs, qui nous suit pour aussi ces consommations. L'école, on nous annonce une consommation inférieure à la moyenne des écoles de notre strate, j'imagine, parce que j'ai pas le, mais c'est à peu près un ratio de consommation par élève qui est de 2,8 mètres cubes en 2023. C'est les derniers chiffres que j'avais, pour une moyenne nationale entre 3 et 4 mètres cubes. Donc, du coup, je pense que bon, il y a certainement un lien avec la récupération d'eau de pluie que l'on génère sur ce bâtiment-là. Évidemment, on n'est pas exempt de fuites, malheureusement. On a eu une année 2023 justement avec pas mal de fuites dans pas mal de bâtiments, et donc on s'en est pas aperçu tout de suite. On a des problèmes, on ne peut pas mettre de capteurs au niveau de nos comment dire, compteurs d'eau parce qu'ils sont très enterrés et qu'on n'a pas le système qui nous permet de le faire. Mais par contre, les agents, tous les mois, font un relevé de tous les bâtiments pour avoir un suivi bien précis et nous alerter si jamais, par rapport à l'année dernière, au même moment, on est vraiment de là ou même sur entre 2 mois. Enfin, oui, il y a une courbe qui s'inverse, donc on essaye de réagir au plus vite malgré tout. Il y a parfois des choses qui nous échappent et ça, c'est encore un point sur lequel on doit travailler. C'est vraiment le point sur lequel on doit travailler sur les années qui viennent. C'est les fuites à éviter, la réaction, la réactivité derrière. Et comme on peut pas se permettre de l'avoir en système de bornes connectées, on le fait sur l'électricité, mais on l'a pas sur l'eau. Donc d'une vigilance accrue de nos agents pour les relever. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Bah, merci. notre capacité à faire attention à l'eau qui coule du robinet chez nous. Très bien, merci. Puis en plus, avec, comme vous l'avez rappelé, hein, c'est vrai que là, la commune s'est lancée avant même l'évolution de la réglementation. Donc voilà, c'était quand même aussi courageux de la part de ces élus de s'engager en amont de l'évolution. Donc justement, je vous ai mis une diapo là juste après sur l'arrêté donc du 12 juillet 2024 qui est venu vraiment assouplir les règles pour la mise en place de récupération d'eau de pluie et notamment bah, autoriser ces systèmes pour les écoles maternelles, les crèches, enfin tout là où c'était auparavant interdit. Voilà, donc effectivement, maintenant c'est possible. Donc ça peut être bah, pour les sanitaires, donc bah, là comme l'exemple de la chapelle Toireau, le lavage des sols intérieurs, l'arrosage des jardins potagers, les espaces verts, bah, là vous l'avez dit aussi, les lave-linges, donc ça c'est tout à fait possible aussi. Bon là on parle aussi des fontaines décoratives et après bah, vraiment ce qui reste interdit c'est tout ce qui va concerner des usages pour l'alimentation ou l'hygiène. Voilà. Mais donc Les quand lave- même des... Pardon? je vois Allez-y. lave-linge parce que c'est vrai que j'avais vu ça aussi Tout à fait. dans une publication, les lave-linges, même dans les écoles, parce qu'on utilise on fait beaucoup de lavage hein, avec les Ouais, maternelles. Donc là, oui, ça sera autorisé aussi à ce tout à niveau-là. fait. Oui. Donc Alors après, il y a des études qui sont nécessaires au préalable sur, il faut faire analyser l'eau collectée oui. pour voir, voilà. Mais Mm. après, c'est tout à fait possible. Voilà. Et D'accord. après, bah, il y a toutes les aspects techniques, donc avec les systèmes de filtres, la Oui. disconnexion, vous en avez parlé, hein, des deux réseaux. Enfin voilà, il y a Mm. pas mal de choses à respecter techniquement, mais c'est possible.
Donc, un grand merci à vous hein, pour ce témoignage. Je ne sais pas si il y a une ou deux questions pour Madame Armand sur ce projet. Oui, peut-être Jackie Davio vient de Sèche. Je me demandais, Madame la maire, si vous aviez mis en plus de la cuve et de la pompe des filtres aussi pour filtrer l'eau de pluie ou pas du tout? Oui, oui. Alors, oui, pour tout ce qui est sanitaire, là, pour l'école et pour la médiathèque, oui, il y a des filtres, tout à fait, qui sont changeables. Alors, il y en a deux différents. J'avoue que j'ai pas été regardé techniquement, on m'en a parlé, mais oui, c'est des filtres qui sont lavables. C'est-à-dire que c'est pas des filtres avec des charbons ou des choses comme ça qui Oui, doivent être changés, mais ça se nettoie tout à avec de fait. l'eau. Ouais. Et Voilà. d'ailleurs, enfin, vous faites bien de le dire parce qu'effectivement, c'est des choses à prévoir. La Ouais, maintenance, en fait, oui. de ces dispositifs, c'est vraiment très important parce qu'en fait, Mm. sinon, ça dysfonctionne très rapidement. Donc, en effet, il faut nettoyer manuellement les filtres. En fait, c'est très simple, hein, voilà, il faut prendre sous forme de petits paniers, on va dire, et puis faut enlever voilà les C'est résidus ça. qui sont venus s'accumuler. Voilà, donc ça se fait assez bien, mais c'est vrai qu'il faut le prévoir, par exemple, dans l'agenda des services techniques, de penser, voilà, à régulièrement aller nettoyer ces filtres pour garantir la durabilité des systèmes, quoi. Tout à fait. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a une autre question. Et sinon, rapidement, donc là sur les mesures qui peuvent être justement mises en place dans les communes, donc là vous l'avez dit, hein, mais voilà, c'est se fixer des objectifs de réduction des consommations d'eau, donc en sachant que on a aussi un plan national, hein, le plan eau, qui vise un objectif de 10% de réduction des prélèvements d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2019. On a aussi localement voilà, des objectifs qui sont là, comme je vous l'ai rappelé hein, tout à l'heure. Donc, étant donné la vulnérabilité de la ressource en eau sur notre territoire, on a l'objectif là, de la collectivité ou du bassin rennais, donc de moins 17% de consommation. Donc là, c'est vraiment par personne, hein, en fait, ce chiffre d'ici 2030. Donc quand même des objectifs assez ambitieux, donc qui nécessitent voilà, que tout le monde se mette en place des actions. Donc là, évidemment, ça veut dire essayer de réserver la consommation d'eau potable aux usages alimentaires et d'hygiène. Et pour tous les autres, comme vous l'avez dit, hein, voilà, par exemple, les sanitaires, c'est vraiment essayer de mettre en place ces systèmes de récupération d'eau de pluie pour alimenter les sanitaires, l'arrosage, etc. Donc, il y a aussi d'autres eaux, hein. En fait, on parle des eaux grises, des eaux usées traitées. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses possibles aujourd'hui à étudier pour éviter de consommer de l'eau potable. Et puis, là, je vous ai mis une ressource du CEREMA donc qui a réalisé là, un document sur les économies d'eau dans les communes. Et donc là, vous avez différentes mesures plus ou moins difficiles à mettre en place. Et puis sur la durée, donc qui vont jusqu'à la sensibilisation, hein, évidemment, pour les usagers, voilà, dans les écoles, etc. Tous les usagers des équipements publics, comment on les sensibilise à économiser l'eau. Et puis après, des dispositifs techniques, comme on a vu la récupération d'eau de pluie. Voilà, très rapidement, donc pour pouvoir passer au témoignage suivant sur la sobriété en énergie. Oui, on enchaîne. Donc, sur la sobriété énergétique, comme je l'évoquais en introduction, c'est un sujet qui est très large et donc on a choisi aujourd'hui de zoomer sur la question du patrimoine communal avec un retour d'expérience de la commune de Bru. Et juste donc avant de passer au retour d'expérience, quelques enjeux par rapport à ce sujet. Donc il y a trois enjeux finalement prioritaires. Bien sûr les enjeux environnementaux. Je ne reviens pas dans le détail sur le réchauffement climatique, mais en tous les cas il y a une nécessité aujourd'hui de travailler sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Et pour illustrer, j'ai repris des données qui sont, alors non, tu peux rester sur l'autre, qui sont tout à fait locales puisque ça correspond au suivi des températures donc du secteur de Rennes. Alors c'est des données de Rennes-Saint-Jacques, donc qu'on utilise notamment pour corriger les consommations des bâtiments communaux. Et en fait, donc on s'aperçoit qu'entre 2004 et 2024, donc là on parle des températures hivernales, on est passé en moyenne de 8,8 degrés à 10 degrés. Donc on a un réchauffement de 1,2 en 20 ans. Et encore une fois, c'est une donnée tout à fait locale.
Donc, voilà, premier enjeu, enjeu environnemental. Second enjeu, enjeu économique. Donc là, vous avez ici le suivi des consommations du patrimoine d'une commune adhérente à la LEC. Et les histogrammes bleus correspondent aux consommations réelles depuis 2010 jusqu'à 2024. Donc c'est une commune qui a quasiment divisé par deux ses consommations. Vous voyez dans les petits encarts, pardon, en 2010, on a une consommation de plus d'un gigawattheure par an pour une dépense de 94 000 euros. En 2024, on a divisé la consommation par deux et les dépenses sont passées à 144 000 euros. Donc, bon, ce n'est pas une surprise, hein, les coûts énergétiques évoluent. On a eu notamment une crise qui a fait envoler les prix des kilowattheures. Mais cette commune, si elle n'avait pas mis en place d'action de maîtrise de l'énergie, elle aurait été au niveau des histogrammes bleu clair, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas modifié sa consommation entre 2010 et 2024, et elle aurait eu une facture de plus de 300 000 euros en 2024. Et donc, quand on fait le calcul de toutes ces économies depuis 2010, et bien, en fait, c'est 715 000 euros qui ont été économisés par cette commune. Donc, j'ai précisé en bas, c'est une commune de 4 500 habitants. Donc, c'est un point aussi très important, l'aspect économique, bien sûr. Et vous le savez sans doute plus que nous dans les communes par rapport aux budgets communaux. Et donc le dernier enjeu, donc c'est les enjeux, alors ils sont multiples, mais c'est les enjeux réglementaires. Donc là, j'ai mis en avant uniquement le dispositif éco-énergie tertiaire, donc qui maintenant oblige tous les propriétaires de bâtiments tertiaires à engager des actions pour réduire les consommations d'énergie, avec des objectifs qui sont fixés aux horizons 2030, 2040 et 2050, où à terme, on doit réduire les consommations d'énergie de 60%. Bon, il y a deux moyens d'y arriver. Soit on atteint l'objectif en valeur relative, c'est-à-dire moins 60%, mais on a aussi des objectifs qui sont donnés en valeur absolue, c'est-à-dire en kilowattheure par mètre carré, puisque si on a un bâtiment qui a été construit récemment, bien sûr, il sera beaucoup plus difficile de faire moins 60% pour ce bâtiment. Mais voilà, c'est le principal enjeu réglementaire qui existe pour le patrimoine des communes et les bâtiments tertiaires en général. Et vous avez bien sûr tous les plans climat territoriaux qui sont fixés et qui donnent des objectifs différents selon les territoires, bien sûr. Mais voilà, c'est les trois enjeux qu'on voulait mettre en avant. Et on va passer maintenant au retour d'expérience, donc qui concerne la commune de Bru, qui a pris en main cette question de la sobriété énergétique depuis quelques années maintenant. Et c'est Bertrand Le Bianic qui va faire ce retour d'expérience, qui est directeur des services techniques de la ville. Et je te laisse tout de suite la parole, Bertrand. Bonjour, donc déjà première vérification, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Enfin, Ok. oui pour nous, pour moi. Ok, bon, c'est déjà ça, ça fonctionne. Je vais partager mon écran. On a intégré Je peux ta pas. présentation, hein. Ok, bon bah parfait. Ouais. Donc l'idée c'est de faire un retour assez rapide sans trop rentrer dans le détail, mais pour expliquer que si on souhaite travailler à l'échelle du patrimoine pour répondre aux enjeux, il faut que ce soit une culture commune. Il faut que ce soit de l'élu à l'agent de terrain. Il faut que ce soit vraiment un objectif global. Donc l'idée c'est de vous présenter juste en une dizaine de slides l'intérêt du projet pour nous. Donc le projet, on l'a nommé E égale MCB. L'énergie, c'est la maîtrise des consommations bruxelloises. Et ça a fait suite à une vraie session de travail avec nos élus et nos collègues techniciens. C'est de se dire que maintenant, on est sursollicité, on a de la réglementation dans tous les sens, on peut avoir des formations, des bonnes idées, récupérer l'eau de pluie, mettre en place du pilotage à distance, diminuer d'1 degré, voilà, des bonnes idées, il y en a. Et en fait, on se retrouvait sur le principe de dire que des mains, il y en a peut-être un petit peu moins et il fallait qu'on priorise nos actions. Est-ce que vous pouvez passer à la slide d'après? Hop, voilà. On a défini 4 grands axes. Non, c'était bien. Parfait, voilà, merci. On a défini 4 grands axes pour réduire les consommations. Alors, réduire les consommations, elles avaient vraiment deux enjeux. L'enjeu environnemental, il ne faut pas se mentir, l'enjeu économique. L'idée, c'était de contrôler nos consommations, planning d'occupation et maîtrise de l'utilisation des sites à distance. On est sur une ville de 20 000 habitants. Maîtriser
nos sites à distance, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'on se rend compte des pannes avant les utilisateurs, on se rend compte des fuites d'eau ou des mauvais réglages à distance et non pas en envoyant le plombier une fois toutes les semaines vérifier tous les compteurs d'eau. L'axe 2, c'est adapter nos usages et nos consommations au plus près de l'activité et adapter la maintenance. L'axe 3, c'est plutôt un volet sur la sensibilisation des utilisateurs et donner des objectifs participatifs. Ces 3 axes-là sont prioritaires ou en complément, mais en tout cas, déjà si on fait ça, avant de travailler sur l'axe 4, améliorer l'enveloppe du bâtiment et les équipements techniques. C'est très simple, hein, si on vient mettre une isolation par l'extérieur sur un bâtiment, bien évidemment, le bâtiment sera plus performant. Quand on voit déjà la marge de progression qu'on peut avoir en termes de consommation, rien qu'en travaillant sur la mise à jour des plannings, rien qu'en mettant des objectifs communs à différentes directions ou à différents services de la ville, on se rend compte de résultats plus que probants. Et c'est bien la partie sobriété qu'on évoque aujourd'hui et on aura un webinaire spécifique sur la partie qui concernera plus l'enveloppe et la rénovation. Exactement. Voilà. Les éléments déclencheurs, toutes les communes ne le font pas. Le bilan des consommations, on travaille avec l'ADEC, on est accompagné par l'ADEC là-dessus. Le bilan des consommations mettait en avant que la ville consommait et que ça nous mettait surtout des priorités par bâtiment. On a eu des fuites d'eau complexes et ça prend du temps pour faire 2 jours par mois dédiés à un agent de la ville d'aller relever les compteurs et vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Une évolution du contexte, le décret tertiaire dont Olivier vous a parlé, le plan climat air énergie territorial de la métropole, l'augmentation du coût des énergies, la réglementation énergétique 2020 et puis surtout une vraie volonté politique. Avoir des bâtiments qui sont équipés, mais si derrière la maintenance n'est pas adaptée, on peut très bien avoir des horloges ou des programmations à la livraison. Si les usages en début d'année de l'association qui finit 2 heures plus tôt, on ne vient pas donner cette information-là dans la programmation de chauffage, on a tout loupé. On avait de l'inconfort, on avait de nouvelles technologies à améliorer, le lien entre l'investissement et le fonctionnement, et la couverture du réseau LoRa de Rennes Métropole sur la ville, on s'est dit que c'était peut-être une opportunité et on s'est dit, tiens, est-ce on peut travailler avec? En gros, on avait de la compétence, on avait de la volonté, mais peu de temps, comment on arrivait à prioriser tout ça. Donc les conditions de réussite qui sont juste après. Hop. À l'échelle de la commune, c'était en lien avec la création d'un poste de technicien énergie, impliquer les utilisateurs dans le suivi du quotidien, organisé en mode projet et transversalité. Donc, il faut que ce soit vraiment un projet porté par les élus et l'ensemble de la direction. Dédier une ligne budgétaire d'investissement pluriannuel et prioriser les actions pour améliorer l'efficacité à la vue de la multitude de sujets. Là, on vient de parler notamment de l'eau. Eh bien, le bilan des consommations nous disait que l'urgence, nous, c'était de travailler sur le chauffage. On s'est dit, on met l'autre côté, pour l'instant, on a déjà pas mal d'actions, des mousseurs, des choses comme ça, on le met de côté sur une année et on le reprend après. L'idée donc de ce projet-là, on a mis un nom exprès à ce projet vraiment pour qu'il soit repéré sur l'ensemble Au début, c'était sur l'ensemble des agents de la ville. Et puis après, on s'est dit, mais sur l'ensemble des associations ou des administrés, on en a même décliné une charte graphique. Vous voyez, le logo de la ville est décliné sur un côté environnemental avec la petite abeille. Et là, vous avez le logo Bru maîtrise des consos. Clairement, ça nous met une charte graphique assez évidente pour sensibiliser les agents, les utilisateurs, de se dire, ah tiens, on retrouve, quand vous quittez la pièce, baissez le chauffage ou éteignez les lumières. On professionnalise vraiment ce truc-là. Donc le principe de projet, c'est de s'organiser vraiment de façon transversale en plaçant les services et élus concernés au cœur du projet, notamment l'informatique, la communication, la vie associative, tous les responsables d'établissement et les finances. L'idée, c'est même de faire évoluer les fiches de poste des agents, même s'ils ne font pas partie des services techniques. Vous gérez des plannings, l'économie d'énergie ou la maîtrise de l'énergie doit être un des objectifs. Vous êtes responsable d'un bâtiment, je ne sais pas, moi, vous êtes responsable de la crèche, par exemple. Ça fait partie des fiches de poste.
Donc, effectivement, c'est là-dessus qu'on a adapté les moyens humains. Donc, la création d'un poste de technicien, qui est subventionné par le programme ACTE. La mise à jour des fiches de poste et définition d'une culture commune. Ça, c'est volontaire. Et personnellement, je pense que c'est indispensable. Ça a vraiment été porté par les élus. C'est indispensable pour nous. On fait évoluer l'organigramme cible, adaptation des grades en fonction des missions futures. Cet exemple, il est hyper parlant. Dans les années 90 ou 2000, on réglait une chaufferie avec une clé à molette et un tournevis. Là, on a toujours besoin de la clé à molette et du tournevis, mais si on ne sait pas piloter un automate, on ne sait plus gérer une chaufferie. Donc, ces postes-là, notamment, nous, électriciens et plombiers, sont des postes qui ont pu évoluer en agent de maîtrise, ce qui nous a permis d'aller chercher du personnel plus compétent ou plus qualifié. Et donc, mettre en place un plan de formation pour toutes les catégories, de l'ingénieur au technicien et à l'adjoint technique. Donc, le plan de formation de la ville a été adapté pour ce projet-là. Hop là. Donc, on retrouve nos différents axes. On a défini des objectifs, notamment mise en place une supervision globale, faire communiquer les équipements techniques, une multitude de tâches sur lesquelles il fallait pouvoir les prioriser. Donc on pilotait à distance les bâtiments. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un automate qui gère le bâtiment ou c'est juste une fontaine, on va pas mettre un automate. Là, dans ces cas-là, on a utilisé le réseau métropolitain pour mettre un compteur communicant. Le compteur communicant, c'est entre une dizaine ou une centaine d'euros, entre plusieurs dizaines ou une centaine d'euros. Le compteur communicant nous envoie l'information une fois par jour. Est-ce qu'il est, par exemple, un compteur communicant d'eau, on a utilisé 4 fois plus d'eau? Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est lié à une fuite? Donc cette information-là, elle remonte. Je suis pas sûr que dans les communes, au niveau d'une fontaine ou au niveau d'un très terre à terre, hein, un branchement d'eau sur le marché, est-ce que le compteur d'eau est vérifié toutes les semaines pour éviter les fuites d'eau? Si la fuite elle est sous terre, on la voit pas. Donc l'idée, c'est d'apporter cette technologie là-dessus. Alors pour ça, on a vraiment été accompagné, hein, j'en profite, hein, parce que c'est eux qui l'organisent, mais on a été accompagné sur la priorisation des actions par la LEC. C'est bien aussi d'avoir cet œil extérieur. Sensibiliser les utilisateurs, mettre en place la charte graphique, on en a parlé, la culture commune, ça peut aller avec des ateliers, des interventions externes, et adapter aussi le budget pour justement pouvoir équiper nos bâtiments, et surtout faire évoluer les cahiers des charges des projets neufs. Ça vient d'être dit sur la collectivité d'avant. Maintenant, on a bien l'impression que dans leur cahier des charges, dès qu'il y a une rénovation de bâtiment ou une construction de bâtiment, la récupération d'eau de pluie, c'est plus une question pour eux. Nous, ça va être la même chose, ça sera la porte d'entrée. Notamment d'imposer les contrôles par la maîtrise d'œuvre, l'entreprise ou l'assistant maîtrise d'ouvrage, 1 an après l'utilisation du bâtiment, les faire revenir, analyser les factures d'eau, analyser les factures d'électricité et de chauffage, et est-ce que c'est conforme à nos objectifs? C'est juste une petite slide sur la technique. On a donc installé une supervision liée au poste de technicien énergie. L'idée, c'est qu'on a 2 systèmes différents. On a donc les GTB, les gros automates qu'on voit en bas dans les salles de sport qui nous permettent de piloter pas mal de choses. Avec des GTB, gestion technique de bâtiment. merci. Voilà, ce sont des gros automates de pilotage à distance qui nous permettent vraiment d'avoir la remontée d'informations, notamment la remontée de panne ou de mauvais usage, ou voilà, une ventilation est à fond, elle ne devrait pas l'être, on n'a pas de réduit, on ne peut pas mettre de planning. Et l'autre, c'est les capteurs communicants. On utilise le réseau LoRa métropolitain pour faire communiquer, juste avoir des remontées d'informations. Voilà. La question, c'est vraiment le retour sur investissement. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un automate ou pas? Voilà. L'idée, c'est il faut que ça rapporte quelque chose à la collectivité, soit en temps, argent, soit en économie. Sur les automates, on peut piloter les chaufferies, on peut faire le lien avec la réservation de salles. On commence vraiment à entrer dans de la technique assez poussée. C'est que si la salle n'est pas réservée, le chauffage n'est pas déclenché. Donc là, on arrive vers un point où les personnes qui réservent les salles ne font pas partie des services techniques. Pour autant, sans le savoir, en rentrant l'information dans le logiciel de réservation de salle, ils vont déclencher le chauffage.
On peut gérer l'éclairage, on peut gérer des accès. Voilà, pour l'instant, les accès sont pas encore faits et c'est absolument pas la priorité. On a profité, grâce à ça, aussi, pour la gestion de patrimoine, à rajouter des sondes de température. Et ce système-là permet, par exemple, d'avoir des sondes de qualité de l'air. Est-ce qu'on peut passer sur la slide d'après, s'il vous plaît? Voilà, alors là, c'est juste un petit exemple. La supervision, le technicien se connecte le matin et on voit nos différents sites. Il suffit, si c'est vert, tout va bien. Si c'est orange, il y a une déconnexion. Si c'est rouge, c'est qu'il y a un défaut. On clique dessus. On arrive sur la page, hop, d'après, c'est bien fait. On va zoomer sur sur un bâtiment, ce qui va nous dire s'il y a un défaut ou non. Et c'est là où on dit il faut absolument placer l'ensemble des agents. C'est ce synoptique que vous avez sous les yeux là. C'est exactement ce qu'on retrouve en chaufferie. Là, vous avez une centrale de traitement d'air. Et le synoptique qui est là, ce dessin-là, il a été fait par les agents d'entretien. C'est-à-dire que c'est eux qui interviennent dessus. Donc, s'ils ne sont pas capables de lire le plan, moi, si on me demande moi de remplacer des fils sur un moteur sur une centrale de traitement d'air, c'est pas mon travail, je ne saurais pas faire. Donc là, c'est clairement, il faut que ce soit adapté au plus proche de la maintenance. Donc ce sont les agents qui ont dessiné ça. Typiquement, c'est une photo de ce qu'il y a sur site. Donc on voit nos températures de soufflage. Et pour X raison, s'il y a un défaut d'électricité ou s'il y a une pompe qui est morte ou autre, on le voit directement, ou un filtre encrassé. Un filtre encrassé, c'est un risque de départ de feu, mais c'est aussi une surconsommation électrique. Eh ben, on le voit et on peut intervenir. J'essaie de faire assez court sans trop rentrer dans le détail, mais C'est parfait. ce qui permet également d'avoir, ça c'est une grosse nécessité, c'est une vraie organisation à mettre en place, c'est-à-dire de mettre en corrélation les plannings de chauffe avec les plannings d'usage. En prenant, plus ça va aller, plus on va connaître nos bâtiments, plus on va connaître l'inertie du bâtiment. On s'est rendu compte, par exemple, sur une salle de sport, la seule économie qu'on fait, c'est de se rendre compte qu'elle est très bien isolée, qu'elle a une bonne inertie et qu'orientée comme elle est, on coupe le chauffage 2h30 avant, les utilisateurs ne s'en rendent pas compte. Donc pour une fin d'activité à 23h, on coupe le chauffage à 20h30. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. On a des zones de réduit, des zones de confort et des zones hors gel pour une école. Et en fonction, vu que c'est une école qui a des locaux associatifs, notamment le lundi soir, on va couper le chauffage un petit peu plus tard. Ça nous permet d'être très réactifs et donc de pouvoir enlever les jours fériés, de pouvoir, à la demande, rajouter des heures, être le plus flexible possible. Donc là, une fois que tout est mis en place, c'est pas compliqué à faire vivre. Mais c'était forcément, il faut dédier des moyens humains. C'est-à-dire, on peut avoir l'outil, mais si on n'a personne pour modifier ça, ça sert à rien. Et donc ça, c'est pour ça qu'on parle d'une culture commune. Il faut que ce soit des priorités de direction, soit avec des créations de postes, soit avec des réorientations de mission. D'où l'intérêt de mettre à jour les fiches de poste. C'est aussi pour ça, donc j'en ai parlé tout à l'heure, les objectifs annuels sur les entretiens d'évaluation. On peut aussi mettre ça sur les agents concernés. Là, on parle de résultats. Ça correspond un petit peu à la slide qui a été montrée un petit peu avant avec les évolutions. On voit qu'on diminue les consommations. Pour autant, le prix de l'énergie augmentant, on a des dépenses quand même beaucoup plus fortes. Donc là, on a l'exemple d'un groupe scolaire. Le groupe scolaire, on a investi là-dessus, pour se rendre un petit peu compte, on a investi 6 000 €. On a juste mis en place un automate, le bâtiment était déjà fibré. C'est juste pour avoir la remontée d'informations et s'adapter adapter au plus près de la programmation, adapter au plus près de la programmation des besoins. C'est-à-dire que le périscolaire est juste sur une partie de bâtiment. À partir de 17h, il n'y a plus besoin de chauffer le reste du bâtiment. Donc on vient juste chauffer, grâce à la programmation, uniquement les secteurs concernés. Donc là, les diagrammes sont quand même assez parlants. On passe, je ne vais pas dire à la moitié, mais pas loin. Sur le bilan annuel des consommations, si on essaye de dézoomer un petit peu, ce projet, il a donc 4 ans. Et sur les 4 ans, on se rend compte, vous avez l'histogramme complet
à l'échelle du patrimoine communal, qu'on a diminué de 2 422 000 kWh, que le budget a été augmenté de 363 000 euros, et qu'on a diminué de 34% nos émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, on vient d'éviter 1 110 000 euros de dépenses en section de fonctionnement. Le retour sur investissement, il est monstrueux. On n'a pas encore parlé d'isolation de bâtiments ou autre. Et ça vient compenser des réorganisations, une culture commune et la création d'un poste subventionné à 60%. Donc effectivement, cette organisation globale à mettre en place, elle est censée normalement porter ses fruits. Ok. Alors je suis allé C'est très très bien. Après, vite. je pense que cette notion-là de coût évité, enfin, elle est vraiment importante parce qu'effectivement, on a 1 100 000 euros d'économies, mais qui sont finalement des coûts évités. Et c'est important d'avoir en tête cette notion parce que le budget énergie continue de croître du fait de l'augmentation des coûts de l'énergie, mais il aurait été encore beaucoup plus important s'il n'y avait pas eu toutes ces actions. C'est ce que j'avais dit un petit peu en introduction, mais je le ressouligne encore. Et Oui, est-ce que... je pense que ça aurait même été dramatique pour les finances de la ville, avec des suppressions de missions ou des suppressions de postes. Ou alors des augmentations d'impôts. Enfin, il y a un moment, faut trouver Et oui, les sous. Mais ces montants-là sont quand même assez parlants pour dire que tout à ces fait. actions du quotidien, qui méritent, hein, ça mérite vraiment une organisation mise en place. On peut le faire à toute échelle de patrimoine, pour moi. Oui. Mais voilà. Alors c'est important à souligner aussi, c'est vrai que Bru, c'est une commune de 20 000 habitants. Enfin, à la LEC, on travaille avec des communes de l'ensemble du pays de Rennes et c'est la plus grosse commune avec laquelle on travaille. Mais les solutions techniques qui ont été présentées par Bertrand, elles peuvent exister aussi pour des plus petites communes. Alors, ça peut être des outils plus simples, mais en tous les cas qui permettent de piloter finement les bâtiments. Et ce pilotage fin permet d'obtenir ces économies d'énergie en lien direct pour le coup avec la sobriété. On échange énormément avec les communes, effectivement, de taille plus petite. Justement, parce qu'il y a tellement de solutions qui s'offrent à nous, tellement de solutions techniques, organisationnelles, que l'idée, c'est d'adapter au plus près de l'importance du patrimoine et des moyens de la collectivité. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intervention de Bertrand sur le retour d'expérience de Bru? Non. Alors, J'ai une monsieur question, si Lamiré, possible. oui, Oui. allez-y. C'est la part réalisée par le technicien en accompagnement et sa part réalisée en, on va dire, suivi technique, reporting, le fait de remonter tous ces indicateurs. Voilà, j'imagine que la partie accompagnement est assez importante en réalité. Alors, si on essaye de diviser assez facilement, on va dire que sur une journée de 8 heures, il va passer 2 heures à lever les alertes, à se connecter le matin, lever les alertes et vérifier. Voilà, faire du Tous dépannage. les jours. Oui, tous les jours. Et d'ailleurs, il est binômé, nous, avec quelqu'un d'autre au sein des services techniques pour que les jours où ils soient en congé, on ne dise pas il n'y a personne derrière. Il faut vraiment adapter les moyens humains par rapport aux moyens techniques. Il est, comment dire, on a 2 heures là-dessus. Après, il est en charge du gestion du marché de chauffage, donc ce qui lui prend aussi du temps. Et il est en charge du coup de l'accompagnement sur site. L'idée, c'était d'avoir un technicien qui était capable de travailler sur les contrats, mais également d'aller régler le thermostat ou de mettre la fiche pensez à éteindre vos lumières. Ok, merci. On a une question, Bertrand, sur le subventionnement du technicien pendant 3 ans. Est-ce qu'il est en CDD et est-ce qu'il s'en va au bout de 3 ans? Alors, c'était une possibilité de l'avoir en CDD. Ce sont des postes qui sont plutôt recherchés. Je pense qu'on aura du mal à avoir du personnel compétent si on n'offre pas un poste fixe. C'est pour ça que ça a été un poste de titulaire qui a été créé à la ville.
D'autant plus que ce poste est créé depuis un moment et que des aides sur ces projets-là, nous, on a très bon espoir que d'autres aides arrivent. Euh, Oui, c'est le cas. Dans tous les cas, Vas-y. Ouais, j'en profite pour préciser. Donc là, le programme acté dans lequel, enfin pour le, on va pas que l'on va pas présenter en détail en tous les cas, mais il va y avoir une nouvelle forme de programme acté qui va démarrer en 2026 avec toujours cette possibilité de financement de postes d'économes de flux. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que le financement, en tout cas, cette subvention, elle est hyper intéressante pour déclencher et lancer le projet. Il y a tellement à faire et une telle marge de manœuvre pour évoluer que du coup, vous avez une vraie possibilité de... euh, Enfin, on a une telle marge que les économies qui en sont faites, au bout d'un moment, on ne nous demande plus de dire, bah maintenant, il va falloir diminuer ça. C'est qu'on arrive à l'inverse. C'est que là, nos élus nous disent, est-ce que ça vaut pas le coup de créer un deuxième poste? Alors, on vient temporiser en fonction des missions, mais c'est vraiment ça en tout cas, à l'échelle de la collectivité, la question, elle a été inversée. Et on a une question sur le profil de formation de ce technicien. Ah bah ça c'est hyper intéressant. Généralement sur ce type de poste, un bac+2 est très intéressant. Par contre, c'est sur notre type de collectivité. Sur des collectivités plus grosses, je pense que le niveau ingénieur est intéressant. Sur des collectivités plus petites, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, ça peut très bien être aussi j'ai perdu le mot, des réorientations professionnelles. Il y a pas mal de formations qui existent là-dessus et on travaille nous on échange beaucoup avec une commune du 44 et c'est un agent de maintenance qui a des problèmes de santé physique qui du coup se Je pense forme que pour devenir là-dessus. Oui, on a une question de Carole, je ne vois pas votre nom. Allez-y. Ah, on ne vous entend pas. oui, j'avais une question sur le temps de mise en place de tous ces changements dans la commune au niveau des plannings, etc. Là, c'est un projet qui a débuté il y a 4 ans. Est-ce que du coup, enfin oui, c'est un projet finalement au long cours, quoi. On peut pas dire en 2, 3, 4, 6 mois, on a réussi à régler tous les plannings d'occupation. Non, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le bilan des consommations et on s'est attaqué aux bâtiments les plus consommateurs au mètre carré. Ok, Voilà, il a fallu les prioriser. ça répond à votre question? Oui. Très bien. En fait, l'idée, c'est d'apporter la culture. Donc, c'est de mettre à jour les plannings et surtout de faire comprendre à l'agent ou à la personne qui gère les plannings ou qui utilise les locaux, de surtout faire remonter l'information avec une procédure claire, c'est-à-dire je ne change pas mon habitude si je ne préviens pas le gestionnaire énergie derrière. Donc, c'est cette culture-là qu'on doit mettre en place. Ok. Très bien. On va peut-être passer aux mesures concrètes qui peuvent être intégrées dans des programmes électoraux. Merci Bertrand. Et il y aura peut-être quelques dernières questions, hein. Tu restes avec nous. Dans les mesures concrètes qu'on a décidé de faire ressortir, alors potentiellement il y en a beaucoup, mais à l'image de ce qui a été évoqué pour les économies d'eau, ça peut être sans doute très intéressant de se fixer un objectif de réduction des consommations énergétiques sur la durée du mandat. Et du coup, alors ça peut être en lien avec des aspects réglementaires comme le décret tertiaire, ça peut être en lien aussi avec bien sûr le PCAET du territoire. Et point très important, d'intégrer le suivi et l'évaluation des résultats, comme ça a été présenté par exemple pour Bru, pour s'assurer que on se rapproche et idéalement qu'on atteint bien ses objectifs. Le deuxième point, alors c'est variable bien sûr selon la taille des communes, mais ça a été largement souligné par le retour d'expérience, c'est de prévoir de consacrer du temps agent sur le sujet de la sobriété énergétique. Ça peut être souvent le parent pauvre peut-être dans les collectivités. Et donc voilà, c'est important de se dire que si on veut obtenir des résultats, bah oui, il faut sans doute y passer du temps et prévoir du temps pour les agents spécifiquement. Le dernier point, alors qui est un point alors un petit peu spécifique, mais c'est de connaître et d'améliorer ce qu'on appelle l'intensité d'usage des bâtiments et espaces de la commune.
Donc dans les communes, vous avez beaucoup de patrimoine, différents bâtiments qui sont plus ou moins utilisés. Donc là, j'ai repris un exemple, une salle de restauration scolaire. Si on fait le ratio du nombre d'heures utilisées dans l'année par rapport au nombre d'heures totales, on s'aperçoit que cet espace, il est utilisé que 5% du temps sur l'année. Et en fait, on a de multiples possibilités de mutualisation des équipements dans les communes. Et ça peut parfois permettre d'éviter des constructions. Ça peut permettre d'éviter, oui, des constructions neuves, par exemple. Donc là, c'est des économies très importantes. Donc c'est un sujet aussi qui peut être très largement porté par une équipe d'élus dans le cadre d'une campagne. Donc voilà, alors c'est les trois points principaux qu'on a mis en avant. Après, bon, vous avez beaucoup de gestes relativement simples qui sont plutôt techniques sur justement bien programmer le chauffage, réduire des températures d'eau chaude sanitaire par exemple. Toutes ces actions, vous les retrouverez dans le diapo au niveau des ressources où on a mis un lien notamment vers un document réalisé par l'association Negawatt qui reprend vraiment l'ensemble de ces gestes qui peuvent être mis en place au niveau des bâtiments communaux notamment. Et dans les autres ressources que vous retrouverez, alors par rapport aux données en elles-mêmes, à l'ALEC, on a mis en place un observatoire de la rénovation énergétique où on retrouve les données de consommation d'énergie de tout le patrimoine communal de toutes les communes adhérentes à l'ALEC. Donc c'est en accès libre sur notre site internet. Si vous avez des questions sur cet observatoire, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous sur l'utilisation aussi de cet observatoire. On essaie de le mettre à jour chaque année. Alors, on est aux données 2023 pour le moment, mais très bientôt, on va ajouter les données 2024. Toujours dans la boîte à outils, l'association Bruded, que vous connaissez peut-être, organise également des événements dans le cadre de ces élections municipales pour aider les candidats à enrichir leur programme, donc sous la forme de visio, de visites, de rencontres. Donc le lien vous permettra de voir le programme proposé. On retrouve également un lien vers le site du Shift Project. Alors eux qui réalisent une enquête sur les futurs programmes des candidats. Donc voilà, ça peut être intéressant de venir le nourrir. Vous retrouverez un lien sur le décret éco-énergie tertiaire pour lequel vous aurez tous les détails. Et le dernier document, c'est le plan de résilience eau Loire-Bretagne, sur lequel vous retrouverez également toutes les informations. On arrive au terme de ce webinaire. Est-ce que vous avez peut-être des dernières questions, réactions, remarques? Merci pour le commentaire. S'il n'y a pas de réaction, on peut passer au programme des futurs webinaires. Vous avez dû recevoir l'ensemble, mais donc il y a trop. Alors oui, bon, ça on peut passer. Donc il y a 3 autres webinaires qui sont programmés. Donc le prochain aura lieu le 18 décembre sur la thématique de la rénovation. Alors à la fois la rénovation du patrimoine, mais aussi la rénovation qui concerne les particuliers, donc les habitants de vos communes. Le jeudi 8 janvier, on parlera des énergies renouvelables et non pas des énergies renouvelables, il manque un petit R. Et enfin, on finira le jeudi 22 janvier sur la thématique de l'adaptation, qui est un sujet très important. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous de votre participation. Merci aux témoins pour leur retour d'expérience. Et puis, on espère vous voir au prochain webinaire. Bonne journée à toutes et à tous et bon appétit. Merci beaucoup.